monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à ITV en ce 19 mars 2020. C'est à l'approche donc du combat que le samouraï acquiert la sérénité. Il en faudra bien sûr beaucoup de sang-froid, du calme et du courage. Voici la colonne vertébrale du journal. La journée a été donc un peu moins anxiogène avec l'annonce de la guérison de 3 personnes, dont un bébé de 2 ans qui sera pris en charge par les services de l'action sociale. L'espace aérien du Sénégal est quasiment fermé. Le ministre Alioune Sarr vient d'ajouter une mesure avec la suspension de l'exploitation de tous les vols en provenance et à destination des aéroports du Sénégal. Il y a cependant des exceptions à la règle. Le plan de contingence contre Covid-19 se chiffre à plus de 60 milliards, mais pour ce qui s'agit du fonds Force Covid-19, les contours restent à dessiner. Le ministre de l'économie a communiqué ce jour sur ces sujets. Il doit y avoir moins d'incivilité et davantage de discipline en ces temps incertains dans les transports publics. Une tendance est observée qui va dans le sens du respect de la distanciation sociale qui a été conseillée. Et pendant qu'on lutte contre Covid-19, les voyous sont occupés par autre chose. Un homicide est survenu hier soir sur la Corniche où un corps sans vie a été retrouvé et dont la gorge a été tranchée. Il a été découvert au petit matin sur la Corniche. Et en fil rouge dans cette édition, nous serons avec le spécialiste de la gestion des catastrophes, le colonel Mamadou Hadj, qui nous fera part de ses idées ainsi que de son expérience pour éliminer au plus vite le virus. Le développement de tous ces titres dans un moment. Les toutes dernières nouvelles donc sur le front de la lutte contre le coronavirus. 22 tests ont été faits et 2 ont contracté le virus éclairci dans la grisaille. Toutefois, 3 malades se sont rétablis et vont retrouver la famille. Le bébé qui en fait partie sera lui pris en charge par l'action sociale. On écoute le ministre de la Santé. Ce jeudi 19 mars 2020, l'Institut Pasteur de Dakar a communiqué au ministère de la Santé et de l'Action sociale les résultats des examens virologiques suivants. Sur 22 tests réalisés, 2 sont revenus positifs. Il s'agit de 2 cas importés. 3 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Il s'agit de l'enfant de 2 ans déclaré positif le 14 mars, du mari et de la femme déclarés positifs respectivement le 3 mars et le 4 mars 2020. Ces 3 patients sont guéris et leur sortie d'hospitalisation interviendra dans les heures qui suivent. Des instructions sont données à la Direction générale de l'action sociale pour la prise en charge correcte de l'enfant de 2 ans jusqu'à guérison totale de sa maman qui est actuellement en hospitalisation. À ce jour, 38 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 5 guéris et 33 encore sous traitement. La prise en charge des patients hospitalisés à Dakar et à Touba se déroule bien. Leur état de santé évolue favorablement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale invite encore les populations au respect des mesures de prévention. Et le ministre des Sports du Sénégal aussi a pris la parole pour appeler le microcosme sportif et toutes les ASC à s'impliquer dans la lutte, chacun et chacune donc à son échelle. Nous allons entendre Matarba.
le nawetan, qui est représenté partout dans les villages, dans les quartiers, d'engager cette lutte contre le Covid-19 et d'aller dans les maisons, dans les villages, pour porter la bonne parole. Les pratiques qui nous ont été indiquées par les autorités sanitaires pour que la population puisse pratiquer ces bonnes mesures et qui vont accompagner les autorités sanitaires à prendre le dessus sur cette pandémie. Le monde sportif a le patriotisme qu'il faut, mais je voudrais que les responsables du mouvement associatif aillent au niveau de leur localité. Il y a des comités autour des préfets, des sous-préfets, pour que les autorités sanitaires au niveau local puissent être accompagnées efficacement pour la sensibilisation. Et je suis sûr que si cette sensibilisation est pratiquée, on fera face à cette pandémie. Alors bonsoir mon colonel. Bonsoir. Voilà, bonsoir. merci. Quelle est donc l'approche que vous avez donc de ce qui se passe ici sur le plan global dans le pays, et comment est-ce que vous nommez donc ce qui se passe exactement? Oui, ce qui se passe, c'est que pour moi, j'ai toujours considéré la lutte contre la pandémie avec la ligne d'opération communication comme la plus importante. Il faut communiquer. Et aujourd'hui, je vois qu'on a changé de stratégie de communication. On est en train de faire de la SME, on est en train d'amener nos moyens de combat contre la pandémie. SME, c'est quoi? SME, c'est quoi? Subject Matter Expert, c'est-à-dire quand on parle d'aviation, c'est le ministère du Tourisme et des Transports aériens qui en parle. Quand on parle de sport, c'est le ministre des Sports qui en parle. Quand on parle de militaire engagement, c'est le ministre des Forces armées qui en parle. Donc on est là vraiment dans le Subject Matter Expert qui accompagne le ministre de la santé publique, de la santé, qui lui a le plan santé. Donc nous on a toujours vu le plan comme ça. Et je crois que c'est aujourd'hui, quand je vois tous ces ministres parler, ministre de la Santé, ministre des Sports, ministre nous sommes en train de rentrer maintenant dans ce qu'on appelle le plan de riposte multirisque. Et c'est comme ça que nous, on avait conçu le plan en 2010. Le ministre de la Santé, plan de prévention, le ministre de l'Intérieur et le Conseil supérieur de la Défense prend en charge la riposte pour pouvoir fédérer l'ensemble des moyens techniques, humains, matériels, vers la lutte en soutenant le plan santé. Ah, très bien, on reviendra sur d'autres aspects et après donc la fermeture partielle du ciel sénégalais, le ministre Alioune Sarr a pris une mesure additionnelle. Il s'agit de la suspension de l'exploitation de tous les vols en provenance et à destination des aéroports du Sénégal. La mesure ne concerne pas cependant les vols domestiques entre AIBD et Ziguinchor, les vols cargo ainsi que les évacuations sanitaires et les vols spéciaux autorisés. Les services sanitaires recommandent donc une distance de sécurité d'au moins 1,5 m entre les personnes. Les usagers des transports en commun commencent tout à fait à l'intégrer. Il vaut mieux prendre donc son mal en patience plutôt que de s'encombrer dans les autobus. Babacar Touré et Souleymane Bang. Ketsia Lokosoué est une étudiante d'origine ivoirienne. Chaque jour, elle prend le bus au rond-point Sam pour rentrer. Mais aujourd'hui, elle a passé plus d'1 heure à l'arrêt. Elle dit préférer attendre plus longtemps que de s'exposer en s'entassant dans les bus. Je suis actuellement là depuis 10 heures. Quand je vois les bus sont pleins. Donc je ne peux pas monter dans les bus. J'attends à ce qu'au moins j'ai une place. Mais même si je sais que j'aurai une place, arriver juste devant encore, ce sera encore bourré. Mais bon, on fait comment? On est obligé de faire avec. Comme Ketsia, les usagers du transport en commun commencent à intégrer dans leur quotidien la distance de sécurité recommandée par les autorités sanitaires du pays
pour limiter la propagation de la COVID-19. Cela malgré les contraintes. Dans les transports, même si vous prenez vos propres précautions, tu ne peux pas tout éviter. Parce que dans les bus, là, même si le président, on a recommandé donc des mesures de sécurité et des mesures de préventive, mais malheureusement, dans les bus, on constate qu'il y a trop de passagers. Et parfois, donc, tu es obligé même de ne pas, encore, s'asseoir sur des bancs. On a ça en tête, mais parfois, certaines choses, ils sont inévitables. Mais tu es obligé donc de se confronter à la situation. Dans les bus, la mesure commence à se faire sentir. Ce chauffeur de la ligne 29 confirme l'effet de la recommandation sur sa ligne. Depuis le lundi, notre activité est au ralenti. Bon, vous le savez, c'est à cause du coronavirus. Même si garder la distance de sécurité d'au moins 1 mètre recommandée par les autorités peut s'avérer difficile dans les bus et autres moyens de transport en commun, les usagers rencontrés font tout pour s'y conformer. Certains n'excluent pas d'arrêter leur déplacement si la situation perdure. Alors, mon colonel, la pandémie est là, elle est mondiale, mais vous faites un rapprochement avec un phénomène terroriste. On a dit que c'est un peu fort de café, mais est-ce que vous pouvez vous expliquer un peu? C'est dans le mode d'action. Elle est pernicieuse, le terrorisme est pernicieux. Et elle n'est pas étagée. Elle commence et elle peut arriver à un moment où vous êtes dans le gué et elle vous prend dans le gué. Le 11 septembre est venu alors qu'on ne s'attendait pas au 11 septembre. Donc on peut passer de la phase 0 à la phase 4. C'est ça, c'est pas un phasage. Voilà. Donc c'est pourquoi moi je considère le mode d'engagement contre la pandémie comme le mode d'engagement contre le terrorisme, où la stratégie joue un grand rôle. Bien sûr, la conduite opérationnelle, oui, mais la stratégie doit être devant. Et ce qu'on est en train de voir actuellement, on est en train de rentrer dans vraiment le champ stratégique de la gestion de cette maladie. C'est ça, et donc c'est pour cette raison que vous parlez d'enjeux de sécurité nationale et même publique. Oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un problème de doctrine. Moi, là où j'ai appris au CEDAM, Center Disaster Assistance Medicine, aux États-Unis. Aux États-Unis, la pandémie est un enjeu de sécurité nationale. Vous avez vu, quand c'est venu aux États-Unis, le président Bush a pris la décision de fermer l'espace aérien aux Européens. Donc c'est lui qui est à la manœuvre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est le niveau stratégique qui est à la manœuvre. Donc c'est un enjeu de sécurité nationale. C'est comme si le pays était déjà en guerre. En France, c'est un enjeu de sécurité publique. Donc Conseil supérieur de la défense qui prend ça en charge. Nous, on est resté, pour moi, trop longtemps sur l'enjeu sanitaire, plutôt que de passer à la sécurité publique et à la sécurité nationale, qui permettent de mettre en œuvre l'ensemble des moyens et des capacités nationales pour les mettre contre cette menace qu'on appelle cette pandémie. Voilà, toute dernière question avant de continuer. En France, par exemple, on entend parler de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ici, on n'en parle pas. Les niveaux là, c'est quoi à votre échelle? Oui, ça me paraît un peu d'ailleurs bizarre parce que je crois que l'OMS a mis en place des niveaux. Quand l'OMS est en niveau 3, c'est-à-dire il a découvert qu'il y a un virus qui se transmet d'homme à homme, elle sonne l'alerte. Et nous, on passe au niveau 0. Niveau 0, ça veut dire qu'il n'y a aucun contaminé encore dans le pays. Ensuite, on passe en niveau 1. On a dépassé le niveau 1 parce que c'est quand il y a un importé à l'intérieur du pays. Nous sommes en niveau 1. Nous passons au niveau 2 quand il y a des importés et une région. Et je ne sais pas maintenant, est-ce que nous sommes en niveau 2? Parce que là, il y a la région de Touba, on parle de la région. Nous sommes en niveau 3 quand il y a contamination intercommunautaire. Quand tu passes de Touba à une autre, donc on est à 3. À 4, c'est maintenant quand on a la dernière vague. Donc, mais nous, on ne sait pas pour le moment quel niveau on se trouve et c'est important dans la mise en œuvre des ressources. Peut-être les autorités le savent,
Ça, je sais qu'elles le savent. C'est ça, et il faut dire qu'un journal du matin a livré l'information selon laquelle un agent de la SICAP SA a été attaqué par le virus et les voisins du siège social de la société immobilière du Cap-Vert ne sont pas restés tout à fait de marbre. Adam Assar et Mafalfal. L'information selon laquelle un membre de la direction de la SICAP aurait été atteint de coronavirus ne semble guère inquiéter certaines populations riveraines du siège de la société. Cette pandémie du coronavirus ne me fait pas peur parce que je sais que si je suis atteint, c'est par la grâce de Dieu. Si c'est le coronavirus qui doit me tuer, personne n'y peut rien. C'est le cas de Moussassi, trouvé en train de discuter avec un vendeur de téléphone portable. Cependant, des mesures de précaution ne manquent pas. Ce que je conseille aux gens, c'est de prendre leurs précautions. Il faut utiliser des gants, des masques ou des gels. En tout cas, moi, j'ai pris toutes ces mesures. C'est pourquoi il s'en remet à Dieu. Vraiment, c'est la volonté de Dieu. Il faut l'accepter. Cela peut arriver à n'importe qui. Que le bon Dieu nous protège. La psychose née de la pandémie du coronavirus prend de plus en plus d'ampleur. À la SICAP, où un agent a été déclaré positif, les riverains s'en remettent à Dieu. Mon colonel, vous avez mis en avant les concepts d'anticipation et de capacité de résilience face à ce qui se passe. Vous pouvez nous les détailler? Voilà, je veux juste rappeler quelque chose. Le plan du ministère de la Santé est un excellent plan. Ceux qui l'ont écrit, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Mais il est bâti sur la rationalité. C'est un plan rationnel. Mais pour combattre le virus, il faut passer à l'émotion. Il faut être émotionnel. C'est-à-dire la stratégie est émotionnelle. Je disais au début, dès qu'il y a le problème en France et en Italie, il fallait considérer la France et l'Italie comme des frontières du Sénégal. Oui, parce que du point de vue de la géostratégie, vous faites 5 heures de temps pour venir au Sénégal, vous faites plus de temps pour aller à Tamba. Donc la France devient un État à la frontière du Sénégal. Donc en ce moment, on prendrait les dispositions qu'on a prises aujourd'hui. Hangar des pèlerins pour que les gens viennent, on les mette là-bas, on vérifie, etc., etc. Donc c'est ça qu'il fallait faire dès le départ, dès la phase 0. Voilà. Maintenant, la résilience, c'est la capacité pour un système de revenir à son état normal. Mais nous, si le coronavirus nous attaque, nous n'avons pas de résilience. Nous avons peut-être la capacité de résister. Mais si elle nous fait tomber, nous ne pourrons pas revenir. Sans aide extérieure. C'est ça la résistance, la résilience. La Chine là, la France, etc. Voilà, et nous reviendrons tout à l'heure sur les moyens logistiques. Donc les contours du fonds de riposte appelé Force Covid-19 restent à déterminer et ça sera sur une base scientifique que les budgets seront dégagés. Le ministre de l'économie s'est adressé aujourd'hui à la presse, mais le plan de contingence annoncé par le chef de l'État est chiffré à 64 milliards. Le ministre est ici au micro de Pape Ibrahim Ndiaye et Souleymane Mbeng. Ainsi, dès le début de l'enregistrement des cas, un budget de 1,4 milliard de francs CFA sur les ressources de l'État a été mis en place pour préparer la riposte et gérer les premiers cas. Par la suite, avec l'évolution de l'épidémie, un plan de contingence a été élaboré et chiffré pour le moment à 64 milliards de francs CFA pour renforcer les capacités du pays à faire face à la situation. Ce plan est financé essentiellement par le budget de l'État et par la contribution des partenaires au développement, et ces partenaires se sont déjà manifestés. Que les populations soient rassurées. Mon colonel, est-ce que l'argent va régler tout? Oui, pour moi, nous sommes actuellement dans la réponse stratégique. La stratégie, c'est quoi? C'est la définition de la faim,
et la mise en place des moyens. Aujourd'hui, le président de la République a défini la fin, c'est le combat contre eux qu'on va vaincre, et il a mis les moyens, et c'est ce que le ministre des Finances est en train de nous dire. Très bien, le ministre de l'économie, voilà, c'est ça. Et vous voulez pas qu'on parle de subsidiarité dans ce contexte, mais plutôt de préparation et de mise en œuvre de moyens logistiques. Exactement. C'est-à-dire que nos plans, tous les plans du Sénégal sont bâtis sur la subsidiarité, la mutualisation des ressources, l'économie des forces. Ça, c'est tous nos plans. C'est quoi la subsidiarité? Ça veut dire que quand on est au niveau 0, quand le niveau 0 est dépassé, on passe au niveau 1. Après, on passe au niveau 2. Et la réponse est étagée en fonction des niveaux. Mais si vous faites comme ça, la pandémie vous devance. Alors qu'en lutte contre les pandémies, il faut aller au-devant de la pandémie. Il faut la dépasser. Il faut augmenter le momentum pour toujours être en avance sur la pandémie. C'est-à-dire quand on est en phase 0, il faut mettre en œuvre les capacités de la phase 1. Quand on est en phase 1, préparer la phase 2. Quand on est en phase 2, comme maintenant, on prépare la phase 3. Et c'est ça qu'il faut, pas de la subsidiarité. C'est-à-dire passer de phase en phase, monter en puissance. Non, il faut tout de suite mettre en œuvre les capacités. Quand on ferme l'aéroport tout de suite, c'est pas de la subsidiarité. On n'a pas fermé l'aéroport au nord. Non, on ferme l'aéroport, on ferme l'espace aérien du Sénégal. Et c'est ça la stratégie. Géostratégie, la France c'est une frontière du Sénégal, l'Italie c'est une frontière du Sénégal, la Chine est une frontière du Sénégal. On ferme la frontière de ces pays pour ne pas avoir à importer des cas. Et c'est ça que nous on disait depuis la phase 0. Mais subsidiarité, on attendait la phase 1, d'avoir un cas, après on attend d'avoir 2 cas. Non, ça il fallait pas passer par là. Très bien. Albert Camus, en l'occurrence, nous avait dit que mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Le ministre de la Culture et de la Communication avait ainsi pris rendez-vous avec les patrons de la presse nationale. Les axes de la discussion ont tourné sur la nécessité de délivrer des messages apaisants. Mortala Anne et Augustin Manda. Avec la propagation de la Covid-19 dans le pays, les médias ont un rôle très important à jouer dans le but de sensibiliser et de véhiculer la bonne information. C'est tout l'intérêt de la rencontre entre les patrons de presse et le ministre de la Communication. Toutefois, la maladie continue de se propager à travers le monde et menace notre demeure. Face à cette situation d'urgence sanitaire et sécuritaire, les journalistes et techniciens des médias ont un rôle important à jouer et une lourde responsabilité. Ils doivent, plus que jamais, redoubler de vigilance dans la collecte, dans le traitement et la diffusion de l'information. En cette période sensible, tout contenu, propos ou intervention pouvant favoriser la propagation des rumeurs, la désinformation, la stigmatisation ou la confusion doivent être bannis dans nos médias. Beaucoup de points ont été soulevés durant la rencontre. Face à la situation critique dans laquelle nous nous trouvons avec la propagation du Covid-19, il est important que l'on réduise la distance entre les médias et les autres parties prenantes de la guerre que nous menons collectivement contre l'épidémie. Les patrons de presse appellent l'État du Sénégal à les appuyer afin qu'ils puissent remplir correctement leur mission de service public. Et puis dans un communiqué, le SYNPICS, le syndicat des journalistes, a préconisé qu'on changeât le format de point de presse pour livrer la situation du jour. Donc le SYNPICS a proposé de démultiplier les points, de mettre en place un point focal média. Le SYNPICS appelle également les journalistes et techniciens de l'information à s'entourer de toutes les mesures de précaution afin de ne pas s'exposer. Mon colonel, on a entendu tout de suite le mot de guerre. Beaucoup ont dit que nous sommes en guerre. Cela voudrait dire quoi? Oui, ça veut dire que nous sommes en guerre. La guerre, c'est quoi? On répond à une guerre en mettant en œuvre l'ensemble des moyens de la nation vers un certain objectif. Et c'est ça la guerre. La guerre, c'est mettre en œuvre l'ensemble des capacités nationales vers l'objectif. Et seul le président de la République, le Conseil supérieur de la défense peuvent faire cela. Donc nous sommes en guerre. Et il faut le dire, il faut le mettre partout. Nous sommes en guerre. Et pour gagner cette guerre, tous les efforts doivent être mis en œuvre, tous les moyens
logistique, humain. Tous ces moyens-là doivent venir ensemble, d'une manière organisée, d'une manière cohérente, pour pouvoir prendre en charge la menace. Donc, il vaut mieux en faire trop que ne pas en faire ou en faire peu. Il vaut mieux en faire trop que d'en faire trop peu. Quand on dirige une nation, il faut en faire trop. Le président Trump en a fait trop. Mais il est en train de protéger sa population. Et je rappelle que la pandémie ne date pas d'aujourd'hui. On a vu celui de la peste, la peste espagnole, qui a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale. Elle a fait 50 millions de morts. La Deuxième Guerre mondiale en a fait peut-être 16 millions. Donc la peste est beaucoup plus dangereuse, la pandémie est beaucoup plus dangereuse que la guerre elle-même. Donc elle va au-delà de la guerre. Voilà. Merci beaucoup, on y reviendra tout à l'heure. L'ancien pavillon des pèlerins de l'aéroport de Dakar-Yoff va servir de lieu de confinement et de mise en quarantaine de personnes susceptibles d'avoir été en contact avec la maladie. L'officier supérieur à la retraite, Antoine Wardini en l'occurrence, estime que le site n'est pas très adapté. On l'écoute ici au téléphone d'Ousmane Gueye. Je ne sais pas quelle est leur motivation pour avoir choisi le hangar. Ils ont des raisons, c'est un grand bâtiment, c'est vrai. Mais est-ce que les installations sont appropriées pour cette affaire de confinement? Je ne le crois pas, je ne sais pas. Et puis, ce qui m'a un peu inquiété, c'est qu'au niveau du hangar, il y a un terrain de football, un grand terrain de football qui est utilisé par les jeunes. Tous les jeunes viennent s'entraîner là-bas tous les jours. Donc, si on prend ce bâtiment-là, ça veut dire que les jeunes n'auront plus de terrain où s'entraîner. Peut-être que la mesure s'impose. Mais moi, j'ai pensé à côté juste. Du moment que l'aéroport Léopold Sédar Senghor est fermé pratiquement, il n'y a que en telle sorte les autres autorités qui descendent là-bas, et quand elles descendent, c'est par le pavillon présidentiel, je crois. Donc les halls d'embarquement, de débarquement, etc. de l'aéroport que tout le monde connaît, qui sont carrelés, ventilés, bien fermés, je crois que offrent beaucoup de meilleures conditions pour le confinement des gens qu'on est supposé traiter. Je crois, je ne sais pas, ça c'est mon point de vue personnel. Le hangar, je ne sais pas, parce que le hangar, je le connais, je le vois, je passe à côté, et les jeunes qui s'entraînent, c'est ça qui m'inquiète un peu, quoi. Oui, colonel, si on suit bien votre argument, est-ce que quand la survie des populations est en jeu et en question, est-ce que le sport ne devient pas secondaire? Oui, le sport devient secondaire, mais j'ai dit encore, si le sort des populations est en jeu, est-ce qu'on ne ferait pas mieux également de choisir un endroit que je crois beaucoup plus adapté, qui est carrelé, qui est bien fermé, et il y a la climatisation également, et je crois qu'à l'aéroport, il y a des toilettes également, des toilettes encore déjà prêtes, déjà fonctionnelles, je crois. Alors, mon colonel, les sites de confinement et de mise en quarantaine, on ne les choisit pas à la carte. Oui, on les choisit bien avant. Il se trouve dans le plan de réponse à la pandémie. Alors, on a fait le point de tout ce qui est stade, par exemple. Le stade, parce qu'il faut que ce soit un site, d'abord, où les gens peuvent vivre, mais il faut que ce soit un site sécurisé. Parce que vous allez voir, quand on va passer en phase 3, vous allez voir des émeutes. Vous avez vu en France, il y aura des gens qui, dans le confinement, vont sortir et vont chercher d'abord les ressources pour manger, pour boire, etc. Ils trouveront qu'on leur donne le repas, mais c'est trop lent. Et vous allez donc avoir des émeutes. Donc il faut que ce soit un lieu bien encadré, comme par exemple les stades. Il faut faire le point de tous les stades, le stade Demba Diop, les stades dans les régions, etc., qui peuvent servir avec des tentes et avec la gendarmerie et la police autour pour assurer la sécurité comme site de confinement. Voilà, et moi donc on n'y est pas. Il faut faire la précision. Donc vous avez un laboratoire d'idées, un think tank. Vous nous avez signalé qu'il faut éviter de mettre le ministère de la Santé seul face à la situation. Il faut l'accompagner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement, je dirais que je suis heureux que vous ayez parlé de la peste d'Albert Camus. Moi, je rappelle, les animaux me la peste de La Fontaine. Mal qui répand la terreur, mal que le ciel en saphir en inventa pour punir les crimes de la terre. Alors, toujours, dans ces problèmes de pandémie, on revient toujours à l'aspect Dieu, etc., etc. Et c'est très important. J'avais donné tout de suite une petite anecdote sur le gars qui priait toujours, dont la maison brûle, il refuse de quitter. Les sapeurs-pompiers arrivent, lui donnent l'échelle, il refuse de monter dans l'échelle. Il meurt, il va voir les anges, il leur dit, mais pourquoi Dieu m'a laissé mourir? Alors que moi, je ne prie que pour Dieu. Mais les anges lui disent non. Dieu t'a aidé, il t'a envoyé les sapeurs-pompiers. Donc Dieu lui a envoyé les sapeurs-pompiers et il a refusé l'aide de Dieu. Nous, on nous a envoyé
et on a la capacité de faire de prendre des dispositions. Donc, il doit prendre ses dispositions et attendre l'aide de Dieu encore, une autre aide de Dieu. Oui, et vous êtes venu avec un petit arsenal qui est très important en ces moments. On peut savoir pourquoi? Oui, parce que vous avez bien, nous sommes en guerre. Oui, vous pouvez les montrer. Alors, si on est en guerre, il faut porter son arme. Alors moi, je porte mon arme, que je balade, je porte cette arme partout. Ça me permet d'assurer ma sécurité. Parce que c'est ça la sécurité. C'est être dans un environnement où vous pensez que rien ne vous arrivera, alors que tout peut vous arriver. Et c'est avec ça, avec un masque, avec des moyens de désinfection, et avec ça. Et j'appelle encore les boulangers. C'est quoi? C'est des gants? C'est des gants à usage unique. J'appelle les boulangers. Je vais acheter du pain dans les boulangeries. Mais je vois qu'ils n'ont pas encore distribué des gants aux vendeurs dans les boulangeries. Et là, c'est un moyen de propagation très rapide. C'est disponible sur le marché, tout ça, facilement? Oui, c'est disponible sur le marché. Et je crois qu'il faut l'acheter et le donner aux gens. Ou bien, pour ceux qui donnent dans les quartiers, parce que ça c'est important aussi, ceux qui doivent aider les communautés. Et dans les communautés ciblées, les boulangeries, les maisons, etc., vous donnez des kits dans les maisons, etc. Moi, je trouve que c'est plus efficace que de donner même au ministère de la Santé. Il faut donner à la population, dans la localité dans laquelle nous sommes, quand on a les ressources, donner ça donc dans les maisons, les distribuer par les ASC, etc. Voilà, avant de terminer, vous êtes venu également avec un masque et un pistolet là. Le pistolet, voilà, c'est pour contre le Covid. Voilà le pistolet. Ça, ce qu'on appelle, vous savez, quand tu tires une arme, il y a le recul de l'arme. Donc, vous vous protégez contre le recul. Ça me protège contre le recul. C'est-à-dire que contre la respiration des maladies, etc. Donc, ça, c'est un masque très bien fait, excellent. Et c'est bien, même ou bien dans les entreprises, il faut au moins que dans les entreprises, ça donne ce type de masque-là. Oui, le pistolet, je parlais de l'aérosol. Oui, l'aérosol, le pistolet, ça c'est l'aérosol, c'est pour souvent nettoyer les surfaces. Ça c'est dans les maisons, donc voilà, on mettra ça. C'est important par ces temps qui courent. C'est important parce que. Voilà. Et toute dernière question, quel est le message clé donc que vous, en fait, avec lequel vous voudriez qu'on termine cet entretien, mon colonel? Alors, j'ai dit tout à l'heure en Wolof que Corona vient de couronne. C'est-à-dire c'est parce que comment on appelle, le truc a une couronne. Pourquoi on l'appelle Corona? Alors, on se met tous ensemble, tous les ministères, toute la population, suivant les règles édictées, et on va prendre le Corona, on va l'attaquer. Je ne sais pas s'il n'est pas... On est au milieu du gué. Est-ce qu'on retourne sur la plage ou est-ce qu'on continue? C'est là où se trouve l'enjeu. Donc on va le terrasser normalement, récupérer la couronne, et on ne l'a pas fait porter par le président de la République, ni par le ministère de la Santé, ni par le ministère de l'Intérieur, mais c'est le Sénégal en entier qui va porter la couronne du Corona. Voilà donc mon dernier message. Merci beaucoup, mon colonel Hatch, d'avoir bien voulu être notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup, Adam. Très bien. Et le cadavre d'un individu de sexe masculin a été découvert sur la Corniche Ouest au petit matin. Reportage Adam Assar et Séléman Diallo. Une nouvelle scène de crime présumée sur la Corniche Ouest de Dakar. Un homme dont l'âge n'est pas encore révélé y a été retrouvé égorgé. Personne qui a été morte égorgée au niveau de la plage. Mais pour le moment, vraiment, j'attendais la fin de l'enquête. Bon, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Oui, oui. La tranche d'âge? Bon, je ne peux pas vous dire trop. Attendez l'enquête de la police qui pourra révéler les choses. Une situation qui sème la peur et la désolation chez les riverains. Nous, on met l'accent sur la question de la sécurité. Et que pour les riverains, depuis un certain temps, sincèrement, les gens ont l'habitude, même la nuit, de circuler librement, en toute sécurité, et viennent ce qu'on observe aujourd'hui. Vraiment, c'est déplorable. Il faudrait que peut-être que l'autorité s'attelle au dispositif, parce que nous avons toujours un dispositif avec la police ici, même la nuit. Je pense qu'il faudrait peut-être remettre ça pour éviter de pareilles situations. Au moment où la pandémie du coronavirus est sur toutes les lèvres, la série des meurtres se poursuit toujours au Sénégal. Un phénomène qui se banalise de plus en plus. Et puis l'anniversaire est noyé par le Big Bang
engendrés par Covid-19. Ce jour coïncide en effet avec les 20 ans de la première alternance survenue au Sénégal et symbolisée par Maître Abdoulaye Wade. Et Matar Gueye a eu la force d'en parler aujourd'hui. Nous sommes le 19 mars 2000, le jour du second tour de l'élection présidentielle. Dans les centres de vote, une forte affluence. Dans la soirée, les tendances se dessinent. Wade devance largement le président sortant, Abdou Diouf. Une foule en liesse l'acclame devant son domicile. Le 20 mars, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Abdou Diouf a reconnu sa défaite et a félicité par téléphone le nouveau président, Maître Abdoulaye Wade. Avec cet événement, le Sénégal devient le phare de la démocratie en Afrique. Dans les quartiers de Dakar, c'est la fête. Je pense que la croissance dont parlait l'autre là, le président sortant, va se transformer en quelque sorte en une amélioration. La jeunesse soutient le président, le nouveau président. Et ça, c'est ça qui est important. Après 26 ans d'opposition, le président Abdoulaye Wade vient de réaliser une prouesse. Il met fin à un régime socialiste vieux de 40 ans. Le 1er avril, prestation de serment. Le président Abdoulaye Wade annonce la couleur. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler. Aussitôt après, le président Abdou Diouf passe la main à Maître Wade. Ainsi s'ouvre une nouvelle ère pour le pays, une ère libérale. Aujourd'hui, 20 ans après, un autre libéral, le président Macky Sall, issu des rangs du PDS, parti de l'ex-président Wade, est à la tête du pays depuis 2012. Le 19 mars 2000, un événement dans les annales de l'histoire du Sénégal. Comme quoi, souvent, c'est dans l'inédit que l'on séduit. Merci donc Matar Gueye pour cette jolie page d'histoire Côte d'Ivoire. Avant de terminer, démission du ministre des Affaires étrangères, Marcel Amon-Tano. Il a donc remercié pour cela le président Alassane Ouattara, à qui, dit-il, il faisait toujours part de son honnête opinion en toutes circonstances. La justice, la démocratie et le bonheur des Ivoiriens, a-t-il dit, motivent son engagement politique. Mais le contexte préélectoral et la bataille de succession autour de Ouattara n'y sont pas étrangers. C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis en même temps que notre invité, le colonel. Bonsoir et à bientôt.